Bancal, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Bancal, un peu comme toi. Informer sans se conformer, écoutez Bancal, regardez Bancal et surtout, lisez Bancal. Bancal, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue sur le média Bancal, un média rennais fait par et pour les jeunes. Aujourd'hui, on vous reçoit dans le cadre du festival Nos Futurs, basé au Champ Libre de Rennes et sponsorisé par Sciences Po et le journal Le Monde. Pour rappel, l'émission est diffusée en direct sur les réseaux Instagram et YouTube. Je vous invite donc à bombarder le bouton j'aime et à partager ça partout autour de vous. Aujourd'hui, Teddy, de quoi est-ce qu'on va parler ? En effet, ce sera une émission en direct, directement en lien avec les valeurs de Nos Futurs, car on va parler d'art-thérapie, ainsi d'expression. Une thématique complexe qu'il convient donc de décrypter un petit peu avant de se lancer à corps perdu à l'intérieur. L'art-thérapie, ça commence quand ? Ça commence en Grèce antique, donc quelques centaines d'années avant notre ère, avec des personnages historiques comme Aristote, avec l'apparition de la catharsis, ou encore Platon avec la psychagogie. La notion prendra ses lettres de noblesse quelques siècles plus tard avec l'arrivée de la Renaissance et les beaux-arts comme la peinture ou encore la sculpture. On avance encore pour arriver dans les années 1900 où la notion d'art-thérapie prendra vraiment ancrage en France et dans d'autres pays d'Europe, et dans les années 70-80 plus spécifiquement, où l'art et la médecine fusionneront dans un but thérapeutique et aussi pour conquérir les nations à l'international. C'est en effet que le concept de art therapy arrive au Royaume-Uni et ensuite en France dans quelques régions. Malgré les effets thérapeutiques positifs mentionnés par Pablo, l'efficacité de l'art-thérapie est discutée par le grand public, car il n'est pas encore officialisé par la médecine conventionnelle. Mais nous verrons ça dans une chronique ultérieure. On va passer directement à la première rubrique. C'est parti. Écoutez Bancal, l'interview, écoutez Bancal, l'interview pas stable. Merci Teddy, effectivement on se retrouve pour parler de comédie avec le pourquoi rire et pourquoi rire plus spécifiquement de soi. Aujourd'hui je reçois Mathieu Lamour. Mathieu, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Pour te présenter rapidement, tu es le cofondateur d'une association de stand-up sur Rennes nommée La Rennes Comédie, là plus loin Rennes comme aux échecs, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est ça. Qui produit du coup des humoristes amateurs. Ouais. 2 mardis par mois. 2 mardis par mois, ouais, à l'usine 13 quai Lamennais, centre-ville de Rennes. Exactement, j'allais le proposer, mais très bien. On commence gentiment en rapport avec la thématique pourquoi rire. Déjà pour commencer sur un angle assez personnel, quel est ton rapport à la comédie ? Est-ce que tu pourrais nous ramener à l'époque où tu t'es lancé pour la première fois dans les scènes ouvertes ? Comment ça s'est passé ton début dans ce domaine ? Moi avant le stand-up, il y a eu le théâtre, donc déjà je pense que le théâtre, il y avait ce truc de faire rire les gens quand t'étais gamin, quand j'avais 13 piges et que je montais une scène, une pièce comique et voir la famille, les familles des copains, les amis de classe rigoler. Vraiment quand on est sur une scène et qu'on entend le rire, c'est une énergie qu'on récupère qui est assez incroyable. Il y a un plaisir assez fou en fait à faire rigoler, donc c'est de théâtre d'abord. Et après quand on crée une scène ouverte, c'est donner l'opportunité à ces personnes-là de pouvoir monter à des personnes de monter sur scène parce que il y a plein de potentiel pour monter sur scène au théâtre avec des ateliers de théâtre à Rennes, mais à l'époque, quand on a créé la Rennes Comédie, il n'y avait pas cette possibilité de monter sur scène, sur une scène tout seul, en scène ouverte, sans expérience, parce qu'on ne demande jamais aux personnes s'ils ont une expérience ou pas. Donc l'idée, c'est surtout de dire aux personnes, si vous avez l'envie, si vous avez les textes dans vos têtes depuis des années, que vous avez envie de les montrer devant des gens, et faire rire ces mêmes personnes, et ben, c'est l'opportunité, la Rennes Comédie est là pour ça, quoi. Complètement. Pour réagir à ce que tu viens de prononcer, quelles sont les émotions que tu places derrière la comédie ? Est-ce que quand tu performes en tant que comédien, au sein des scènes ouvertes par exemple, est-ce que tu t'en sers comme une forme d'exutoire ? Est-ce que c'est du divertissement ? Est-ce que c'est un entre-deux ? Comment ça te fait te sentir au moment de produire ton sketch, on va dire ? Je pense qu'il y a l'entre-deux, comme tu dis, parce qu'il y a toujours ce truc-là de... on va servir, enfin en tout cas moi quand je vais écrire par exemple, je vais me servir de mes expériences à moi pour les dire sur scène, donc je vais me servir de ma propre vie. Je sais qu'il y a d'autres comédiens qui eux vont complètement inventer leur texte, il y a tout n'est que mensonge, c'est justement l'intérêt de créer un texte complet de A à Z, justement pour attirer le rire. Moi je sais que je suis entre ces deux trucs-là, j'ai envie de parler de mon expérience,
parce que bon, il y a quand même un truc assez égocentrique de monter tout seul sur scène, mais se dire que si moi, mes expériences me font rire, forcément ça va faire rire les autres. Tu parlais de catharsis au tout début, et vraiment ce truc-là de se dire, est-ce que mon expérience va faire réagir les autres, est-ce que justement à travers le rire, on n'est pas ensemble en fait. Il y a une sorte de communion qui se crée automatiquement. Donc oui, c'est entre les deux, c'est entre du coup, ce truc personnel et en même temps cette volonté de juste divertir les personnes, quoi. Tu parlais de divertir des gens, ça passe aussi par un certain nombre d'émotions. On peut ressentir du trac, on peut avoir de l'appréhension avant de passer sur scène, surtout quand on se lance pour les premières fois. Oui. Est-ce que tu aurais un mot, c'est un peu cliché comme question, je le reconnais, mais pour le Mathieu Lamour d'il y a quelques années quand tu t'es lancé dans ce domaine-là, et même pour un ou une jeune qui voudrait se lancer dans la comédie, quels seraient tes propos pour les motiver à franchir ce pas-là? Qu'est-ce qu'ils y gagneraient? Alors, il y a une évidence de oui, c'est effrayant de monter tout seul avec son propre texte et défendre son texte à soi. À la fin d'un 7 minutes sur scène, on n'est pas mort, même si on n'a pas fait rire à chaque fois. Il y a toujours ce truc-là de on peut remonter sur scène, réessayer la réécriture. En stand-up, il y a vraiment cette notion-là de un texte, une fois dit sur scène une seule fois, n'est pas terminé. Donc c'est un art qui est constamment en construction. C'est pour ça que quand on passe une fois avec un texte, on sait que le texte n'est pas terminé, qu'il va évoluer. Donc si j'ai envie de dire une chose aux personnes qui veulent s'inscrire, nous, en tous les cas, il y a tout ce truc-là, l'Arène Comédie, c'est de dire que la bienveillance est de mise à chaque fois. Et même si vos 16 minutes, vous n'êtes pas content, et ben nous, on vous donne l'opportunité de remonter sur scène, de retenter, de continuer. Et si c'est juste une seule fois, pour cocher la case dans la bucket list de je suis passé sur scène, j'ai fait ou pas rire des personnes, et ben la scène ouverte est là aussi, quoi. Donc faut essayer, faut tenter. C'est pas mortel de monter sur scène. C'est mortel justement de vivre ça, mais on meurt pas à la fin. Si quelqu'un décide de se lancer et qu'il décide de passer par exemple par l'Arène Comédie, comment est-ce qu'ils peuvent potentiellement rejoindre la troupe? Et aussi, comment se passe une soirée typique à l'Arène Comédie, à l'usine? Quel est le déroulement et comment est-ce qu'on y accède si on est un artiste en devenir, on va dire? Alors, on a Instagram avec un formulaire dans la description d'Instagram. On ne demande rien d'autre que juste l'envie de monter sur scène avec les dates et ensuite on propose, une fois que le formulaire est rempli, on repropose aux personnes une date précise et voilà. Il peut y avoir évolution et tout ça. Donc avant le passage sur scène, il y a une communication par mail. Sur place, c'est la rencontre avec les autres personnes parce chaque soir, il y a 7 personnes qui passent sur scène. Ou pour eux, des fois, c'est leur première fois, leur seconde fois, leur troisième fois. Donc il y a la rencontre des autres personnes avec qui on va partager la soirée en elle-même, et puis il y a surtout ce moment qui arrive après la soirée, au moment où on peut enfin souffler, c'est on boit un coup, on mange des pizzas, et puis on débriefe tranquillement, et on se dit, est-ce qu'on a envie de monter sur scène ou pas? Ouais, et forcément à la fin, même si au début on avait le trac, une fois sur scène, on se rend compte à quel point c'est très chouette, et très souvent les gens, quand ils sont passés, ils ont envie de revenir sur scène une seconde fois. Ouais. Et les pizzas ont bien meilleur goût en général après le passage. Exactement, oui. Pour réaxer un peu sur la structure, l'Arène Comédie, comment s'est passée la création? Qu'est-ce qui a fait que tu as cofondé ce collectif avec tes collègues, on pourrait dire ça comme ça? Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est suite à un déclic, une envie commune? Est-ce que tu les connaissais déjà au préalable? Comment ça se passe de fonder un collectif pour faire s'exprimer les gens artistiquement avec la comédie? Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait aucune proposition sur Rennes à ce moment-là, il y a 3 ans, pour permettre à des personnes sans expérience de monter sur scène. Moi, ça faisait des années que j'avais envie de monter une scène ouverte, mais tout seul, c'était un peu compliqué. J'ai eu la chance de croiser mon pote Willy, qui lui était ultra emballé par le projet. Dans la foulée, ma pote Constance nous a rejoint dans l'aventure. Mais non, l'idée principale, c'était vraiment ce truc-là de se dire... Et je pense qu'il y avait aussi un peu de ma part ce truc de... j'attendais depuis des années qu'il y ait quelque chose qui se monte. Au lieu d'attendre que quelque chose se monte, j'ai fini par me dire, vas-y, on va rassembler des personnes, on va le créer soi-même. Et puis, avec l'idée de se dire, la première fois, c'était vraiment ce truc-là, de se dire, ok, le projet est intéressant pour moi, est-ce que ça va intéresser des gens? Est-ce que des gens vont s'inscrire pour monter sur scène? Mais non, la réponse, c'était vraiment, je pense, au lieu d'attendre que la chose se fasse, on a préféré le faire nous-mêmes. Et voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer, comme je disais tout à l'heure, proposer aux gens de passer sur scène à Rennes, quoi. Et vraiment, du débutant jusqu'au confirmé. Plus philosophique, ce coup-ci, on revient à la question de départ, le pourquoi rire et pourquoi rire de soi. Pour toi, quelle est l'importance de l'humour déjà dans la vie de tous les jours? Quelle vertu ça peut avoir, toi qui du coup anime des soirées et qui en a vu quand même passer quelques-unes? Et l'importance aussi de l'autodérision dans cette histoire-là, à la fois faire rire, mais rire de soi avec les autres. Quelle importance ça a pour toi? Oula, ouais, c'est une vaste question. Non, je pense qu'il y a vraiment ce truc de la communion avec les gens, en fait. Le rire, c'est le truc le plus rassembleur. Et
se retrouver dans une salle de spectacle où il y a 80 personnes devant soi qu'on connaît pas du tout, avoir écrit une blague juste avant qu'elle parle de soi ou qu'elle ne parle pas de soi, hein, mais entendre qu'à la fin de la phrase, les gens rigolent ensemble et en communion, il y a forcément quelque chose de thérapeutique derrière. Enfin, ça, même s'il y a du stress avant de monter sur scène, on se rend bien compte que dès qu'on va recevoir ces rires-là, le stress disparaît. Il y a un truc vraiment c'est pas un médicament, mais on sait que rire 5 minutes par jour, c'est comme un bon steak ou un truc comme ça. Il y a des sortes de phrases-là. Non, c'est l'important de monter sur scène, c'est soit on a envie de créer quelque chose pour soi, est-ce que c'est une thérapie pour soi-même, ou est-ce que c'est juste le divertissement, faire kiffer les gens. Je sais pas trop, hein, c'est très vaste. Je pense que chacun a sa propre vision. Moi, en tous les cas, la première expérience, c'est la communion avec les personnes. C'est déjà ça le plus important. Effectivement, c'est plus une question qui pourrait subvenir à un cours de philosophie. Ouais. Pour finir, tu as récemment fêté les 3 ans de l'Arène Comédie avec ton collectif à l'Étage, donc pas très loin d'ici au final. Ouais. Ça témoigne quand même d'un fort intérêt pour la population, à la fois rennaise et même la population en général, puisqu'on constate l'arrivée de bars et de cafés dédiés au stand-up, où la comédie a une part extrêmement importante dans le dispositif. Selon toi, à quel point la comédie connaît un essor, on va dire, et est-ce qu'elle a de beaux jours devant elle, ou serait-elle menacée par un fait sociétal quelconque Comment est-ce que tu pourrais qualifier le destin de la comédie et comment est-ce que tu ressens, toi, en tant qu'organisateur, l'impact que ça a et l'engouement des gens pour cette forme d'art, en fin de compte? Alors en tout cas à Rennes c'est tout récent, hein, parce qu'il y a 3 ans il n'y avait rien du tout, on a commencé la chose, là les scènes commencent à se multiplier, on voit très bien, je crois que l'année dernière en l'espace de 2 mois il y a 4 scènes qui ont popé comme ça, parce que c'était des personnes qui étaient passées par les scènes ouvertes, qui ont voulu créer leur propre plateau de stand-up. Je sais pas comment le stand-up va évoluer dans le futur en France en général. En tout cas, je pense qu'à Rennes, c'est tout récent. C'est vraiment là, on est vraiment qu'au balbutiement. Il y a d'autres villes où il y a 4-5 ans, il n'y avait rien. Je pense à Nantes, je pense à Angers, où maintenant, c'est des comédie clubs et des associations qui sont assez immenses, quoi. Donc, est-ce qu'il y a... On peut dire, je pense qu'en tous les cas, non, il y a vraiment ce truc-là. À Rennes, ça de beaux jours, on est qu'au tout début. Même nous, on est bébés, ça fait que 3 ans qu'on est à l'étage. On avait vraiment le sentiment un peu d'avoir volé le truc, parce que on a que 3 ans, on est toujours en train d'apprendre, hein, même si on a fait passer 300 personnes sur scène et qu'on a des dizaines et des dizaines d'AD derrière nous, on est toujours en train d'apprendre. Donc le stand-up à Rennes, c'est tout récent. Donc là, je pense il y a de beaux jours, il y a de beaux trucs qui vont se créer dans l'avenir, je pense. Merci beaucoup pour tes réponses, Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que tu auras convaincu les rares personnes qui hésitaient encore à se lancer. Je pense que là, on les a convaincus. Il faudra faire attention aux serveurs. Tu risques d'avoir un gros afflux de candidats pour les prochaines sessions. On les accueille avec plaisir. Pour rappel, on peut du coup contacter l'Arène Comédie et même suivre leur parcours sur Instagram à l'Arène Comédie. Plus loin, Rennes, comme aux échecs, comédie. Voilà. Et passer pour s'inscrire sur le site web. Voilà, le formulaire qui est dans la description de l'Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Très bien, venez nombreux. Merci beaucoup pour tes réponses encore, Mathieu. On aura su répondre à la thématique Pourquoi rire de soi d'une belle manière. On aura su comment la comédie, un art plutôt millénaire, trouve encore une réponse dans le monde actuel. Et je laisse Teddy enchaîner avec la suite. Merci à tous les deux pour cet échange qui nous permet d'en savoir plus sur le quotidien et le vécu d'un membre d'association de stand-up rennais. On va passer maintenant au moment micro-trottoir de l'émission que l'équipe vous a concocté. Le but est de découvrir le rapport à la foule, à la création et leur avis sur l'accès à la culture de Rennes. À vous la régie. Bancal en immersion. Micro fixe, trottoir bancal. Bancal à votre contact.
Merci beaucoup à toute l'équipe pour la confection de ce micro-trottoir et merci surtout aux intervenants, à vous dans la rue qui avez osé répondre à nos questions qui ne manquaient pas de profondeur et vous aurez su y répondre de la plus belle des manières. On continue toujours avec une chronique qui va certainement réussir à convaincre les quelques personnes qui doutent de la véracité et de l'intérêt de l'art-thérapie. Lilia, je te pose la question, art-thérapie, bullshit ou pas? Bancal. La chronique bancale. Bancal. Bonjour, merci de me recevoir. On est ici aujourd'hui au festival Nos Futurs pour vous parler d'art, de thérapie et d'expression. Moi, je vais vous parler de l'art-thérapie comme pratique. C'est une psychothérapie à travers la création artistique. Donc, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Peut-être que je prêche des convaincus ou peut-être que vous avez quelques doutes qui planent quant à l'efficacité de cette technique. Donc, du coup, entre faits et idées reçues, qu'est-ce que l'art-thérapie ? Pour qui est l'art-thérapie et au final, l'art-thérapie, bullshit ou pas? Dans les grandes lignes, l'art-thérapie, du coup, c'est une psychothérapie qui utilise les bienfaits d'une technique artistique et ça prend la forme d'ateliers créatifs, collectifs ou individuels animés par une art-thérapeute. Mais art-thérapeute, c'est un vrai métier? C'est pas juste un truc de charlatan? Alors, même si c'est en effet une profession qui est non réglementée, il existe néanmoins de nombreuses formations au métier d'art-thérapeute. Par exemple, un diplôme universitaire avec un bac +4 ou +5 proposé dans les universités de Tours, de Grenoble et de Lille, où il est également possible d'obtenir un titre certifié par l'État. Mais ça fonctionne vraiment l'art-thérapie? C'est pas juste un atelier récréatif réservé aux artistes? Alors, un atelier d'art-thérapie est très différent de l'art en tant que loisir. Le processus de création peut être le même, mais l'art-thérapie vise à aider des personnes malades, handicapés, ayant des troubles de l'expression, etc., à puiser dans leurs ressources internes pour exprimer l'indicible et prendre contact avec leur vie intérieure. L'objectif, c'est pas de rendre une œuvre qualitative, mais d'exprimer, par exemple, des problèmes réprimés. C'est une confrontation, en fait, entre le patient et ses conflits personnels, et ça valorise énormément également le ressenti corporel et la stimulation des émotions. Et c'est absolument pas réservé aux artistes, d'ailleurs. L'art-thérapie, c'est pour tout patient qui a du mal à s'exprimer et à utiliser ou trouver les bons mots et qui a besoin d'intégrer et de transformer des épreuves passées, par exemple des enfants en bas âge qui ont pu vivre une expérience traumatisante. Mais ça n'existait pas avant, si. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle pseudo-médecine pour les bobos chics? Alors, certains datent les origines de l'art-thérapie jusqu'à l'époque d'Aristote, mais la paternité de cette pratique revient à Adrian Hill, un peintre anglais des années 40 qui a développé le concept lors de son hospitalisation pour la tuberculose. Et c'est ensuite reconnu officiellement par la communauté scientifique en France dans les années 80. Et de là, en sont découlés deux principaux courants. Donc, l'art-thérapie traditionnelle, qui est menée par une psychothérapeute et qui implique une analyse et interprétation verbale de l'œuvre à la fin de la séance. Et l'art-thérapie moderne, beaucoup plus répandue en France, qui est une discipline paramédicale officielle orientée vers la perception et la libération des émotions pendant l'activité. Eh ben, merci Lilia pour ces infos, on en sait un peu plus. Je te laisse la main, Pablo. Là, je pense que Lilia t'aura très bien réussi à convaincre les gens qui doutaient encore de l'efficacité de l'art-thérapie. Pour rappel, on est toujours en live sur Instagram et YouTube. N'hésitez pas à continuer de bombarder le fameux bouton like et de partager ça autour de vous. C'est important quand c'est des sujets qui nous touchent tous. Pourquoi ne pas répandre la bonne parole? On enchaîne avec Teddy et son reportage qui a été en immersion, qui s'est rendu dans une association qui accueille un public atteint de différents troubles psychiques. Teddy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Écoutez Bancal. L'interview. Écoutez Bancal. L'interview pas stable. En effet, j'ai été en immersion ce mardi 18 mars à l'association L'Autre Regard, accompagné de Yann Cosanet, l'animateur en question, qui m'a offert une interview et une participation à son atelier avec les personnes accueillies. Le but était de comprendre comment accompagner les personnes en troubles psychiques et quels effets bénéfiques ils pouvaient avoir. Merci également pour l'assistance à la réalisation, Lilia. À vous la régie. Majoritairement, quand on leur demande qu'est-ce qui les motive à venir, c'est de sortir de chez elles, de sortir de l'isolement, de rencontrer du monde et de prendre du plaisir. Les personnes qui viennent, c'est ce que je disais, c'est souvent des personnes qui sont isolées, qui ont peu de vie sociale,
Pour certaines d'entre elles, c'est un peu le seul endroit ici où elles ont une vie sociale, voilà, et qui ont certaines fragilités et qui ont peut-être besoin d'un environnement où ils se sentent en sécurité. Ce que les personnes disent souvent aussi, c'est de ne pas se sentir jugé. Donc il y a certaines personnes pour qui c'est compliqué d'aller dans une association autre, parce que le regard qu'on peut porter sur elles peuvent les mettre à mal. Donc voilà, c'est quelque chose ici qu'ils nous disent souvent, c'est qu'ils ne se sentent pas jugés. Voilà. On les accueille tels qu'ils sont. Alors moi je fais pas de l'art-thérapie parce que je ne suis pas thérapeute. Donc on n'a pas cette entrée effectivement thérapeutique. Si je peux prendre l'exemple du théâtre, donc j'anime un atelier théâtre. Pour moi, l'atelier théâtre, c'est mon support, mais l'idée c'est vraiment de travailler sur un processus créatif. Donc mon angle c'est plus essayer de créer des choses artistiques dans un processus créatif. Après, ça a possiblement des effets thérapeutiques, mais c'est pas mon entrée, quoi. Et pour l'art plastique, c'est pareil. L'idée, c'est de créer avant tout. Et puis, si ça a des effets thérapeutiques, tant mieux. Au service d'accueil de jour, on met beaucoup l'accent sur du collectif, d'essayer de créer les conditions pour que les personnes se sentent faire partie d'un collectif. Et dans les projets que je propose en art plastique, c'est souvent des projets collectifs aussi. On n'est pas thérapeute, tout simplement. Pour le théâtre, ça fait 2 ans que j'ai commencé. Donc moi j'ai une pratique de théâtre amateur et depuis 2 ans on a monté un projet avec un financement culture et santé où on fait intervenir des artistes professionnels. Donc l'année dernière c'était 2 danseurs et cette année c'est une compagnie qui s'appelle la compagnie La Morsure, donc qui interviennent ponctuellement sur l'atelier théâtre. Donc là bientôt le 20 mars là, il va y avoir une exposition au CCNRB, le Centre chorégraphique national Rennes-Bretagne. Des photos qui ont été prises par un collectif photo de l'association L'Autre Regard, des photos qui ont été prises lors d'une présentation d'une fin de cycle, d'un petit spectacle. Et on va exposer au CCNRB, le vernissage est jeudi. Et l'exposition est jusqu'au 20 avril. Donc les supports, on a du matériel, on propose un peu tout. Ça peut être de la peinture acrylique, de l'aquarelle. Après, on fait aussi là en ce moment une table en mosaïque pour la mettre dans le jardin, parce qu'on a un jardin. J'essaye de travailler le lâcher-prise, quoi. Ils vous le diront peut-être, mais je dis souvent, faites n'importe quoi. En peinture, j'ai essayé de travailler en disant, il n'y a pas de pinceau. On utilise des brosses à dents, des éponges, mais on n'utilise pas de pinceau. Justement, un peu dans cette idée de ne pas être dans une forme de maîtrise. On pourrait dire que ça les libère dans un certain sens de faire du n'importe quoi, du coup ? Je pense que, alors, c'est compliqué pour beaucoup de personnes, mais je vois que avec certaines personnes, ça commence à... Elles s'autorisent à se lancer, quoi. Donc ça fonctionne. On accueille des personnes qui souvent ont vraiment des sentiments de persécution. Le regard de l'autre peut être persécutant. On essaie de créer des conditions où ils ne vont pas se sentir persécutés. Tout ça amène, on l'espère, les gens à reprendre confiance en elles, parce que c'est les personnes qu'on accueille souvent, on a surtout mis en avant leur incapacité, donc ils ont une image très dégradée d'elles-mêmes, un manque de confiance abyssal. On essaye de montrer une autre image, une autre image que la société peut avoir sur les personnes souffrant de troubles psychiques. Il y a un discours médiatique, etc., qui peut donner une image de gens dangereux, etc. Je rigole parce que quand je fréquente les gens que je fréquente, ils ne sont pas dangereux du tout. Voilà, donc c'est essayer de donner une autre image aussi, et qu'ils ont une place, qu'ils ont une sensibilité, qu'ils ont des savoir-faire et qu'ils ont des choses. Merci beaucoup à Teddy et à Lilia aussi pour l'assistance à la réalisation de ce reportage qui nous aura touchés. Merci à Yann Le Cosanet qui aura su répondre aux questions et mettre en image et en valeur de la plus belle des manières des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. On poursuit toujours, vous êtes toujours sur Bancal, je précise. N'hésitez pas à interagir avec nous sur YouTube et sur Instagram si l'émission vous plaît, mais je suis sûr que c'est le cas. On va conclure, le temps passe vite quand on s'amuse malheureusement, mais c'est le jeu. On finit avec Venceslas qui nous fait part de sa relation à la musique et des vertus thérapeutiques qu'il en retire. Venceslas, c'est à toi. Bancal,
Saute d'humeur, le billet d'humeur. Billet d'humeur passagère. Bonjour, tout d'abord je me présente, je m'appelle Wenceslas, j'ai 24 ans, j'ai grandi dans le quartier de Villejean et j'y habite à Rennes. J'ai commencé le rap au collège. La musique pour moi c'est comme un exutoire, un endroit où je déverse le bon comme le mauvais. Tout ce qui passe dans ma tête, je le remets dans mes textes et au final ça me fait l'effet d'une thérapie, ça me libère. Quand j'écris, quand je pose sur une instru, j'ai la possibilité de m'exprimer librement, sans barrière, et c'est ça qui me fait que je me sens vivant au jour le jour. La musique en guise de thérapie, je trouve qu'on peut en dire que du bon. Moi, ça m'a aidé dans les moments un peu durs, quand ça allait pas trop, ou même quand ça allait, en vrai de vrai. Ça m'a toujours accompagné. En vrai, grâce à ça, j'ai trouvé du positif, même dans les moments durs. Quand j'étais au collège, ça m'aidait à aussi me faire des amis, etc. Ça me faisait un sujet de discussion. Je trouvais un bon rapport à ça, même dans mon quartier. Ça m'a toujours aidé à, entre guillemets, vesquiller les histoires ou pas me retrouver dans plein de problèmes. Et j'ai beaucoup été influencé aussi par l'univers musical de mes parents. Très rap, hip-hop, soul, aussi beaucoup de raga et du gospel. Ça m'a construit, j'ai beaucoup été imprégné par tout ça. Après, avec le temps, avec l'arrivée de la trappe en France, etc., j'ai beaucoup écouté de rap égocentrique, tout ce qui est Caris, Gradure, Niska, etc. Et c'est là que je me suis dit que j'allais me lancer dans le rap, du coup. J'ai écrit mes premiers textes, du coup, au collège. Et voilà. Hein. Sinon, j'ai une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez me trouver sur YouTube, WA2, vous allez les trouver, à Villejean. Il y a 2-3 projets qui sont sortis et on espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Pour finir en beauté, Wenceslas, est-ce que tu aurais un extrait a cappella de ce que tu peux proposer d'habitude sur tes médias en direct pour le public en délire qui nous écoute ? Ouais, pourquoi pas. Hein. Ma définition, pas être un mouton, j'ai commis des atrocités, toi tu commets. Ma définition, pas être un mouton, j'ai commis des atrocités, toi tu comptais les moutons. Inspi émouvante, retour en enfance, pris la main dans le sac, je clame mon innocence à outrance. Pour les forces de l'ordre, j'ai que des outrages, déjà au bord du gouffre, ces fils de pute attendent le naufrage. Où je vis à plus d'âge, tout le monde a la rage, on se met en danger, le but c'est de vesquiller la mort ou la cage. Je pense qu'il faudra appeler les forces de l'ordre tellement t'as mis le feu dans cette pièce. On va finir là-dessus. Un tonnerre d'applaudissements pour l'émission. Un grand merci. Un grand merci à nos chroniqueurs, Lilia, Wenceslas, Teddy, et aussi à tous ceux des émissions d'avant que vous pouvez voir derrière les pupitres à la régie qui nous ont apporté toute leur aide. Un grand merci également aux invités, à Mathieu Lamour, Yann Lecosanet et à toute l'association Autre Regard, ainsi qu'à Pierre-Louis et Stéphane à l'image et au son. Pour finir, mes plus grands remerciements à Tout à Tout et à la formation Chemin de Fer, dont les responsables sont Karine, Chloé et Luna. Merci à vous les filles pour l'accompagnement. Et je laisse la parole à Teddy pour conclure. Également une appréciation formulée au Champ Libre et au Festival Nos Futurs, mais également à nos partenaires, Rennes Métropole, département Ille-et-Vilaine, Région Bretagne, la DRAC, le Centre français de la copie, et surtout Radio Laser qui nous a envoyé son meilleur animateur. Merci à vous, spectatrices, spectateurs, sur place et en direct sur YouTube et sur Instagram. Je notifie également qu'il y aura une rediffusion en clôture de l'événement sur les 3 émissions Art Thérapie Expression, Zoné à Rennes et Se construire avec le regard des autres. Pour les passionnés, pour les assoiffés de connaissances au festival, une rencontre qui vous sera intéressée le dimanche 23 mars à 14h15, qui s'intitule Parlons santé mentale, qui se situera à l'espace vie des citoyens. Je vous souhaite une belle fin de journée et rendez-vous à l'audience rennaise à la fin du mois de juin pour la parution Bancal en papier, et à bientôt sur les ondes bancales.